tisser. 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Qui n'a jamais entendu cette expression « vieille comme le monde » ? Si vous l'avez jamais entendue, c'est sûrement que vous travaillez déjà bien assez fort comme ça. Bon, pour être franche, cette expression-là n'est pas exactement vieille comme le monde, mais elle fêtera en 2024 son 350e anniversaire. Elle est tirée de l'art poétique, un très long poème de 1100 alexandrins écrit par Nicolas Boileau au 17e siècle. Bon, si vous savez pas ce que c'est un alexandrin, c'est pas la fin du monde, je vous raconterai ça une autre fois. À l'origine, la phrase complète écrite par l'auteur était « Hâtez-vous lentement et, sans perdre courage, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage ». Manière de dire que la patience est notre allié et qu'il faut recommencer plusieurs fois une chose si on souhaite la perfectionner. Bien, dans cette expression-là, le mot « métier » réfère non pas à une profession, mais bien au fameux métier à tisser, cette colossale machine utilisée par plusieurs de nos grands-mères et peut-être quelques-uns de nos grands-pères pour fabriquer des tissus. Mais tisser, c'est pas seulement entrelacer des fils, c'est aussi, de manière plus symbolique, un verbe qui évoque la création, la connexion et l'unité. Alors peut-être finalement que notre vie, c'est un énorme métier à tisser qui nous permet de fabriquer un solide tissu social, émotionnel et professionnel qui nous protège des intempéries. Aujourd'hui, je vous invite à laisser votre route croiser celle de quelques-uns des 1001 visages de ma communauté. Cette carte-là, je l'ai trouvée... je suis rentrée dans un vieux magasin là, qu'on appelait les tabagies, mais qui vendaient pas de tabac, finalement. Qui vendent juste comme des cossins, là, des bibelots, des bijoux, puis des posters. Puis à travers les posters, je me suis mis comme à fouiller là-dedans. Puis j'ai trouvé cette carte-là, puis je devais être, je sais pas, au cégep, là, t'sais. Fait que ça fait vraiment longtemps qu'elle me suit. Ça faisait comme quelques années que je n'avais pas sorti des boulamites. Puis là, ben, finalement, elle a retrouvé sa place dans mon salon. À chaque fois qu'on se pose une question géographique, on se tourne. Ah, et nanana. C'est comme si la classe était ouverte dans le salon tout le temps, en permanence. Je sais pas. C'est inspirant, une carte du monde, je trouve. Je m'appelle Nadia Gagné. Je suis une artiste multidisciplinaire et j'habite à Rimouski. Pour moi, mes cheveux, c'était un facteur identitaire fort parce que c'est quelque chose que, au courant de ma vie, j'ai beaucoup voulu changer parce que c'est un marqueur ethnique dans mon physique, mes cheveux. C'est des cheveux clairement afrodescendants, tu sais. Donc, cette chose-là, j'avais un pouvoir dessus. Je pouvais pas transformer mes traits, je pouvais pas transformer la couleur de ma peau, mais je pouvais transformer mes cheveux. Puis longtemps, je les ai aplatis, j'ai changé de forme, c'était quelque chose que j'avais l'impression que je devais dompter. Puis là, c'est quelque chose que j'essaie d'accepter tel qu'ils sont. Je suis pas une artiste en art textile, mais entre autres choses, j'avais feutré mes cheveux. Pour l'exposition « Ces liens qui nous tissent », j'ai pensé à une étiquette textile parce que dans l'étiquette textile, on décrit la provenance des textiles utilisés, de quel pourcentage ils sont faits, 100% coton ou 10% coton, 5% spandex, peu importe. Je me suis dit, ah tiens, ça serait intéressant de jouer là-dessus parce que l'étiquette, c'est quelque chose qu'on connaît par rapport aux vêtements, mais c'est un mot qu'on utilise pour dire qu'on attribue des qualificatifs ou en tout cas on étiquette les gens. C'est une expression qu'on utilise, étiqueter quelqu'un. Dans tout mon travail, toute ma réflexion sur l'identité, je trouvais intéressant d'utiliser l'étiquette dans un contexte d'une exposition où il est question d'art textile pour parler d'identité. L'expression pure laine, c'est une expression qu'on utilise au Québec ou en tout cas dans la francophonie pour dire qu'on vient d'ici. Or moi, on remet souvent en question cette chose-là. Alors que je suis née à Matane, que j'ai grandi là, que j'ai vraiment un sentiment d'appartenance fort à ma région d'origine. Alors c'est tout ça que j'exprime dans cette œuvre-là.
Sur les étiquettes textiles, la phrase générique, c'est See Rivers for Care ou en français, voir l'endo pour l'entretien. J'ai joué sur le mot care parce que care, ça veut dire prendre soin, ça veut dire se soucier des autres aussi. Ou tu sais, je suis allée dans un sens plus humain du mot care. Puis, je suis tombée sur le do not bleach, donc ne pas blanchir. Pourquoi donc il faudrait avoir une certaine couleur pour appartenir à un lieu? Donc, j'ai utilisé ce symbole-là aussi, ne pas blanchir, pour affirmer mon identité québécoise, mais avec le corps que j'ai. J'ai cherché un tissu blanc parce que pour moi, ça représente le tissu social dans lequel j'évolue. J'avais une vieille nappe de ma grand-mère, mais c'est vraiment une nappe un peu casual, une nappe de tous les jours. C'est pas une nappe chic. C'est la nappe sur laquelle on a mangé vraiment souvent, puis qui a été super javelisée et frottée par ma grand-mère, la bonne ménagère, qui avait comme super bien conservé le tissu, fait qu'il était un peu tendre, tu sais, des fois il y avait des petits trous au travers, c'est vraiment une vieille affaire. Fait que là, mais je trouvais que ce tissu-là, ben, il était plus fort parce que ben, il appartenait à ma grand-mère, puis pour moi, c'est comme, tu sais, il s'est frotté à nos cuisses, on a mangé dessus, on a échappé des affaires dessus, on a postillonné dessus, tu sais, il est plein de ma famille, tu sais. Il est propre, là, mais je veux dire, il porte ça. J'ai pas d'autres appartenances culturelles que la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, le Québec. Ça m'a pas été donné d'avoir une autre culture. Mais mon corps renvoie dans l'imaginaire social à une appartenance culturelle autre que québécoise. Or, je l'ai pas. Je vais pas l'inventer. Je pourrais aussi la creuser, puis la chercher, puis essayer de me l'approprier. Mais je pourrais aussi ne pas faire ça. Je pense que chaque personne a le choix ou non de s'intéresser à ça. Celle qui m'appartient, c'est la culture québécoise. Donc, ça me confronte, ça m'agresse aussi parfois qu'on remette en question cette chose-là juste de par ma génétique, finalement. Dernièrement, je lisais un livre de Joanne Fournier, qui est une cinéaste, puis elle disait qu'elle avait besoin de se raconter pour s'inscrire dans la géographie. Puis elle insistait sur le mot géographie plutôt que territoire, parce que la géographie appartient à personne. Ça me rejoint, je fais aussi ça, vouloir m'inscrire dans la géographie. Moi, je pense que tisser, c'est tisser des liens, mais entre les gens. Je pense que c'est plus ça, en fait, qui m'intéresse dans tout mon travail artistique, c'est de tisser des liens. C'est toujours le dénominateur commun qui m'intéresse. Comme, qu'est-ce qui fait qu'on est reliés? Quand j'étais jeune, j'avais un sac rempli de perles. J'ai commencé à faire des colliers. Ma mère, elle avait dit « Ah, tu devrais garder tes colliers. Quand tu vas être grande, tu vas pouvoir les vendre. » Une affaire de même, là. Puis ça m'embarquait. Fait que quand j'ai recommencé à perler, ben je repensais à ça, là. Ah, j'étais destinée à perler. Je m'appelle Jocelyne Jean-Pierre Beffleur. Je suis de la communauté de Ouachette. Je fais du perlage et je suis couturière. Ça fait environ 4 ans que j'ai commencé à perler. Là, en ce moment, je suis en train de faire un médaillon. Je fais beaucoup des jupes traditionnelles. Je fais aussi des régalias pour les danses de powwow. Un powwow, c'est un lieu de rassemblement où il y a des danseurs, danseuses. C'est ma petite sœur qui m'a beaucoup inspirée à danser dans les powwows. J'avais envie de danser, moi aussi, fait que il y avait des cours de powwow à Maliotenam. Mon conjoint, lui aussi, c'est un danseur traditionnel. Il a mes 2 enfants aussi, 9 ans et 4 ans. Souvent, le fin de semaine, je m'en vais avec ma petite famille. J'ai commencé à faire la route des powwows. À partir de là, j'ai commencé à vouloir apprendre à faire de la couture aussi. Il y en a beaucoup qui me demandent de rajouter la fleur montagnée.
Dans chaque nation, on a comme un dessin, là. La fleur montagnier, c'est surtout les Inuits. Notre symbole, c'est la fleur montagnier. Quand tu fais du perlage ou la couture, c'est important d'avoir des bonnes pensées puis d'être positive aussi. Parce que si tu fais du perlage et que tu es fâché, ben, tu vas refiler ta mauvaise énergie à l'autre personne, tu sais. J'aimerais ça avoir une grande salle de couture, puis l'espace à moi. Montrer aux autres aussi comment coudre des jupes. Parce qu'il y en a quand même plusieurs qui aimeraient ça apprendre à faire des jupes. Avoir une salle où je pourrais faire des cours de power, de danse. Je pense pas qu'on est en train de perdre nos cultures puis tout ça. Je pense qu'on commence, tu sais, à grandir puis à se montrer, là, tu sais, qu'on est là. Je le vois, là, qu'on grandit, là, qu'on prend notre place. Et à mon fils de 9 ans qui voulait essayer de perler, là, je lui ai montré le début. Mes enfants me voient beaucoup faire du perlage puis de la couture. Tu sais, ils grandissent dans ça. C'est beau, je trouve ça beau. Ma phrase favorite, c'est ben, « tout est possible ». En vrai, tout est possible dans la vie. Il n'y a rien d'impossible. C'est comme une sorte de thérapie aussi, perler ou faire de la couture. Moi, je suis sobre depuis 4 ans. Puis le perlage et la couture, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé à avancer dans la vie. Puis je pense que j'ai tissé un beau chemin. J'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont aidé, puis avec qui que j'ai beaucoup appris aussi. C'est vraiment un beau, ce chemin-là. Est-ce que vous avez déjà utilisé un métier à tisser? Non, pas du tout. Mais j'aime beaucoup ce qui en sort, par exemple. Des linges à vaisselle. Exactement. Ouais. Des couvertes, des catalogues, comme ma grand-mère faisait. J'ai beaucoup de celles de ma mère. Moi, je commence à en faire. Dans le fond, j'ai pris la relève quand ma mère est décédée. Elle m'avait montré juste un peu avant. Fait que j'en fais plus pour ceux qui ont des petits bébés qui neigent. Je leur fais un petit dessin avec la date de naissance, le nom du bébé, des choses comme ça. Ah, c'est fun. Moi, c'est drôle parce que je suis designer de vêtements. Donc, la fibre textile qui est tissée, bien, j'ai affaire à ça tous les jours. Mais aussi, je peins, puis je peins de l'abstrait. Puis souvent, c'est une autre artiste qui m'a fait remarquer qu'on dirait que je cherche à tisser la lumière. C'est donc bien beau. C'est drôle, hein? C'est oui. une autre artiste qui m'a fait penser à ça. Puis je m'en rends compte quand je peins. Tisser des liens, c'est tisser des liens avec, que ce soit avec des animaux, que ce soit avec des humains, que ce soit avec des inconnus même. Des fois, tu rencontres quelqu'un en voyage, un inconnu, mais c'est sûr qu'on tisse pas des liens profonds, là, mais il reste que quand même, là, tu sais, on a des souvenirs de ces moments-là parce que c'est des moments intenses, sont uniques, puis c'est comme en voyage, hein, tout est intense, hein, ouais, c'est important de tisser les liens avec le monde. Avant de faire de la vannerie, c'est fou, ça fait cliché, mais c'est les paniers. Parce qu'avant de faire de la vannerie, j'étais allée en Grèce, j'étais allée un peu partout, puis je rapportais toujours un panier. Fait que j'ai un panier grec, j'ai un panier corse, j'ai des paniers, j'ai beaucoup de paniers. Je partais voyager en sac à dos, puis pourtant, j'étais limitée dans mon bagage, mais je rapportais un panier. Avec mon amoureux, ça fait 15 ans qu'à chaque année, on allait marcher en France dans des sentiers. Puis on était beaucoup inspirés par les livres de Jean Giono, qui est un auteur de la Provence. C'est celui qui a écrit L'homme qui plantait des arbres. C'est des livres qui sont remplis de gratitude. Puis on s'est mis à aller marcher dans les sentiers de ces livres. Puis souvent, il y a comme expression, Jean Giono, quand il écrit « Je vagabonde sous le bleu », ça représente toujours sous le grand ciel bleu. Fait que moi, je trouvais ça beau d'utiliser ce nom-là, puis j'aime beaucoup le bleu. Mon nom, c'est Marilyn Dupéré. Je viens de la Côte-Nord. Puis ma petite entreprise, c'est Sous le bleu, Vannerie Boréale. Je savais que j'allais prendre ma retraite. La première question qui me venait, c'était, bon, qu'est-ce que tu aimes faire le plus? On pense à ça quand on pense à notre retraite. Puis la première chose qui venait, c'était, j'aime marcher.
J'aime être dans la nature. Puis après, ben, c'était je veux profiter de mon environnement qui est magnifique, mon territoire. Puis je veux vraiment prendre du temps pour me connecter, puis me marier avec ce qui m'entoure, là, vraiment. Je suis arrivée à la vannerie parce que j'aimais la cueillette. La vannerie, c'est vraiment l'art d'entrelacer des tiges, puis de ramasser des trucs en forêt, un peu partout, puis d'arriver à en faire des objets utilitaires ou des objets décoratifs. Souvent, la vannerie, on va prendre du saule, on va prendre de l'osier, mais de l'osier, c'est du saule qui est entretenu pour en faire de l'osier pour la vannerie. J'en avais pas, fait que je me suis mis à essayer toutes sortes de plantes un peu partout en marchant. Je ramassais des plantes, puis j'arrivais ici, je les trempais, je les essayais. Après, là, je suis arrivée avec le saule, puis là, ben, j'ai planté une oseraie. Là, j'ai à peu près 2000 plantes de saule, puis j'en ai 12 variétés. J'ai été capable d'arriver à créer, avec mon ami Mathilde Saint-Mars, une affiche sur les plantes vannières qui se tressent au Québec. C'est une vannerie du territoire, c'est une vannerie d'ici. J'aime le sauvage de la Côte-Nord, j'aime le grand ciel, les grands vents, j'aime le côté brut de la Côte-Nord, j'aime que c'est pas beaucoup habité, j'aime les plages, des magnifiques plages de sable, j'aime la Manicouagan, j'aime les grandes rivières, j'aime toute la démesure de la Côte-Nord. C'est l'hiver qu'on tresse, qu'on s'installe à côté du poêle à bois, qu'on s'installe au chaud, puis que là, on va fabriquer des objets qui, eux, vont nous servir. C'est tellement vieux, la vannerie. Il y a des gens qui disent que c'est même plus vieux que la poterie. Là. Il y en a qui s'ostinent là-dessus, là, mais peu importe, c'est vraiment quelque chose qui est noble. Je me disais, ben moi, je vais essayer de la faire connaître, la vannerie, de la faire aimer, puis de la partager. Au départ, je me suis abonnée à une revue de vannerie française. Un matin, je regardais cette revue-là, puis je suis arrivée sur une page où c'était une vannière qui faisait des magnifiques personnages. Je suis vraiment tombée en amour avec ce qu'elle faisait. Puis je me suis dit, bon, ben j'y envoie un courriel, puis je lui demande, est-ce qu'elle prend des stagiaires? Je me suis dit, je peux juste avoir un nom, j'ai rien à perdre. Le même matin, mon amoureux regarde la même revue, puis arrive dans la revue sur un marteleur de frêne. C'est vraiment un métier qui est fait beaucoup par les Autochtones ici. On martèle le frêne noir, on en fait des beaux sacs à dos. Fait que lui aussi, il trouvait ça intéressant. Fait que j'ai dit, envoie un courriel, puis ils peuvent juste dire non. Fait que le lendemain, j'ai reçu un courriel de la Bretonne chez qui j'avais écrit, puis elle m'a demandé si c'était une farce parce qu'elle venait de rencontrer son voisin qui avait eu le même courriel. Fait que son voisin en Bretagne, c'est le marteleur de frêne. C'est une histoire assez spéciale qui nous a dit, nous, qu'on était à bonne place au bon moment. Mes parents sont acadiens Brayons, vraiment proches de la nature, puis toutes les fins de semaine, c'est à Côte-Nord. On n'aimait pas toujours ça, mais on allait à la pêche. On avait un Jeep, puis il fallait aller à la pêche, puis on passait nos fins de semaine dans le bois. Puis on n'aimait pas toujours ça. Là. On aurait aimé ça, les fins de semaine, rester plus avec les amis et tout ça. Là. Mais maintenant, ben, dans ma famille, on est 5 enfants, puis on vit toutes proches de la forêt. Là. Ce que j'ai le plus, pour le moment, appris par rapport à la vannerie, c'est qu'il faut beaucoup de lâcher prise parce que c'est pas moi qui décide, c'est vraiment la tige qui décide. Je vais avoir 2 brins dans les mains, puis chaque brin a sa propre personnalité. Tantôt, je taillais des émerocales, puis je pensais à une phrase que Karine, la Bretonne, me disait souvent. Elle disait « le choix du bon brin ». Ça, c'est une phrase qui veut dire beaucoup. Avec l'expérience, on apprend à voir quelle tige va bien faire pour tel panier. Au début, j'essayais toutes sortes de choses, ça cassait, ça revolait, c'était tout croche. Mais maintenant, plus que tu te fais confiance, plus que tu pratiques, bien, plus que tu es capable de voir quel brin va être utile pour ton panier. Mon souhait, quand je pensais à ma retraite, c'était être dehors, marcher, cueillir puis créer. Tisser des liens, tisser des brins, tisser notre futur, tisser des liens avec des beaux humains, c'est ça, la vannerie aussi, là.